Après ces 4, mais 5 avec le film d'ouverture, interventions très différentes les unes des autres, néanmoins assez complémentaires. Voilà l'exercice assez délicat de tisser des correspondances, des liens, d'en tirer peut-être des conclusions, quoique, comme nous l'a très judicieusement fait remarquer un des membres du public, en la personne d'Éric, ce midi, la résilience, c'est quand même dans les questions qu'on se pose. Et donc, je pense que c'est avant tout une des premières choses qu'on peut retenir, c'est qu'un certain nombre de questions ont été soulevées. Il y a eu quelques tentatives de réponse apportées à cette grave question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à partir de notre monde, mais qui sont plutôt une tentative de se réapproprier les choses et de laisser les choses se réapproprier aussi, c'est-à-dire les choses étant les humains et les non-humains. On va y revenir d'ailleurs dans le fil de cette conversation. Moi, ce que j'ai trouvé assez formidable déjà, c'est... vous allez me voir faire ça tout le temps parce que j'en ai pris dans tous les sens des notes, hein, donc il faut que je m'y retrouve un peu. Mais ce que j'ai trouvé assez formidable déjà, c'est la structure de ces conférences, la structure de ces 2 journées, puisque d'une certaine façon, on pourrait dire qu'on est allé de l'être humain déconfit devant tout ce qui ne va pas, avec Boris Cyrulnik, à la transfiguration par l'art, à travers l'expérience de Bob, en passant par ce que les plantes font pour résister, et peut-être, grâce aussi à Éric ce matin, la cohabitation entre les espèces. Et donc on a tout un cheminement qui correspond d'ailleurs au cheminement du domaine où nous sommes, qui nous permet d'aborder autant de questions qui sont quand même dominées par tout ça, cette affaire subjective, et vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec mes interprétations, hein. Je fais ce que je peux, ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, vous avez le droit aussi de dire que c'était pas du tout ce que vous vouliez dire, mais il y a quand même des mots qui sont revenus plusieurs fois, centraux comme adaptation, cohabitation, réajustement, évolution. Ça, c'est des mots qui sont revenus dans chacune de vos interventions, et de là, ça dit quand même quelque chose de la façon dont on considère cette question de la résilience. Donc nous avons eu différentes prises de parole successives. On pourrait dire avec Boris Cyrulnik que la résilience, c'est avant tout une capacité d'invention, une capacité de régénération. Et donc cette capacité d'adaptation, il l'a posée d'emblée, mais qu'il y a des différences entre les humains et les non-humains. Pour nous, en tout cas, c'est un choix. Alors que ce n'est pas une contrainte. On peut revenir sur cette notion de contrainte. On pourrait dire que c'est un choix obligatoire, puisque aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix, d'une certaine façon, puisque si on veut survivre, il faut bien choisir de changer. Autrement dit, il l'a dit lui-même, la catastrophe nous contraint à l'évolution. Et on est à un tournant, c'est à nous d'inventer la suite de l'histoire. Son maître mot, c'est la capacité d'invention qui est contenue dans la résilience telle que lui l'a popularisée, puisqu'il nous a bien expliqué que la résilience était un terme devenu psychologique alors qu'il est né dans la physique et l'agriculture. Faire appel à notre intelligence pour coopérer. Deuxième terme important, la coopération qu'on retrouve à peu près partout. Et la grande question qu'on peut se poser d'ailleurs à nous tous, là je vous la livre comme ça, c'est comment coopérer entre espèces. C'est-à-dire comment l'espèce humaine peut coopérer l'une avec l'autre, les humains avec d'autres humains, mais moi j'ai envie d'ajouter entre espèces, c'est-à-dire espèce humaine, espèce non humaine. Ça, c'est une des questions qu'on peut garder. Avec Patrick Blanc, nous avons eu les conditions de vie des espèces végétales en sous-bois tropical. Jusque-là, tout va bien. Donc, thème très pointu, mais qu'est-ce qui fait que que certaines plantes évoluent, que d'autres n'évoluent pas, en fonction de quoi les plantes s'adaptent-elles, sachant que, pour les plantes comme pour les humains, vivre, c'est être résilient. Ça, c'est une des phrases importantes que j'ai notées. Mais la résilience suppose la préexistence d'un traumatisme. Et cette résilience, elle a 2 conséquences possibles. Soit on revient à l'état initial, soit, et c'est peut-être là que se niche la vraie résilience, on change d'état, on va plus loin, on fait presque mieux qu'avant. On n'est jamais exactement comme avant le traumatisme.
Pour les plantes, on parle d'invention, on parle d'efficacité, et on constate, peut-être que dans certains cas d'ailleurs, vous connaissez cette expression, un mal pour un bien. On est passé par un mal et on va vers un bien. Donc, hormis l'espèce humaine, qui n'a pas toutes les faveurs de Patrick Blanc, on a bien compris. En revanche, les espèces végétales qu'il étudie sont capables de réajustement et d'adaptation. Et peut-être faut-il s'inspirer de cette expérience-là, sachant que la résilience n'est pas qu'une cicatrisation. Ça, c'est aussi ce que vous avez dit qui m'a semblé très important. Philippe Desbrosses, on a le travail de la terre, on a le travail de l'agriculture. En quoi le travail de l'agriculteur peut nous aider à nous tuer, dans certains cas, ou à nous en sortir, dans d'autres cas, à travers l'expérience de plantes. D'un côté, le soja, qui indirectement, peut-être parfois directement, mais peut tuer la planète, et comme on est dans la planète, on se tue nous-mêmes. Dans l'autre, avec l'expérience du lupin dont vous nous avez parlé, par exemple, en quoi ça pourrait nous aider à nous en sortir, et donc le travail de la terre. J'ajoute à cette dimension-là quelque chose qu'on va pouvoir discuter, qui est l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est une des formes de résilience dont on a finalement assez peu parlé. Nous faisions à quelques-uns la réflexion hier soir. Éric Lenoir, le diagnostic est le même, le diagnostic est là. On a besoin de la résilience parce que, bon, ça va pas, quoi, ça va mal. Maintenant, on fait quoi ? Le travail du paysagiste pépiniériste consiste en quoi ? Consiste à aller voir un peu partout comment les choses sont agies, comment les choses agissent. Et encore une fois, dans les choses, je nous mets, c'est-à-dire nous, êtres humains. Et est-ce qu'agir, c'est toujours bien ? C'est-à-dire, autrement dit, dans la grande question, me semble-t-il, qu'a posée Éric, c'était on peut agir, je le reprenais tout à l'heure avec humour, mais on peut aussi laisser faire, parce que c'est pas forcément parce qu'on agit que c'est bien, on n'agit pas toujours dans le bon sens, et même le laisser faire n'est pas forcément très bon, donc la réponse, elle est au cas par cas. Et ça, me semble-t-il, autant l'alimentation, une question pour Philippe Desbrosses, mais la question pour Éric, que j'ai envie de poser à Éric, c'est la limite du cas par cas. C'est-à-dire que malgré tout, si on se dit c'est que du cas par cas, donc c'est aussi une réponse individuelle, à quelle échelle on peut agir ? On se sent un peu perdu dans ce cas par cas, parce que dans certains cas ça marche, dans certains cas ça marche pas. C'est la même question d'ailleurs que pour Patrick. Pourquoi certaines plantes elles s'en sortent et pourquoi certaines plantes elles s'en sortent pas ? Donc quelle conclusion tirer ça ? Comment on fait, nous, avec ça, cette information-là ? Est-ce qu'elle nous aide, nous, à réfléchir à ce qu'on peut faire ou comment on peut agir ? La question pour Éric, c'est comment on peut agir à l'échelle collective aussi. C'est-à-dire que c'est une échelle individuelle, le cas par cas, mais ensuite, réponse institutionnelle et activisme, mouvement collectif, nous a-tu dit, est-ce que c'est suffisant pour considérer que on est dans une bonne forme de résilience ? Autant d'exemples, en tout cas, qui nous montrent l'action, la composition, la recomposition, et l'agir comme une nécessité. Ça on l'a bien compris. Comment transformer la peur en désir ? Ça, c'était une des phrases de fin. Et puis Bob. Bob, Bob, c'est d'une certaine façon le vivre l'art, quoi. Bob, c'est une synthèse à lui tout seul. C'est la transfiguration par l'art, changer le regard, changer les pratiques, être soi-même sujet et objet de résilience dans la nature, par la nature, avec la force de l'art et la sublimation par l'art. Et Bob me permet le lien, et j'ai déjà beaucoup trop parlé, vers Chantal, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'abord de nous recevoir, de marier toutes ces personnes absolument passionnantes qui se sont succédées. Mais Chantal, comment vous avez pensé ce thème ? Comment vous avez choisi ce thème de la résilience de la nature dans ce lieu qui est un lieu d'art de jardin et d'art ? Et comment vous avez fait le choix de ces intervenants ? Alors, à Chaumont-sur-Loire, comme chacun sait, c'est un lieu de patrimoine, un lieu, vous l'avez dit, d'art et un lieu de jardin. Et avec nos 35 hectares, nous sommes confrontés au quotidien. On a certains de nos jardiniers qui étaient là ce matin, on a encore un qui est avec nous, aux réalités du réchauffement climatique, de la disparition du vivant, des problèmes de l'eau. Donc Chaumont, c'est une sorte de microcosme. Et donc, comme j'utilise les thématiques
pour faire avancer, toute proportion gardée, la réflexion. On avait travaillé sur la biodiversité heureuse, on avait travaillé sur le biomimétisme, on avait eu le thème retour à la terre-mère. On n'a pas que des thèmes écologiques, mais je me sers de ces thématiques pour faire passer face à un public large, qui n'est pas forcément sensible au discours écologique que nous, on connaît, et qui peut-être parfois avoir peur de la culpabilisation qu'il entend souvent à la radio ou qu'il lit dans les journaux. Et donc là, j'ai choisi ce thème par l'intermédiaire du concours international qu'on lance pour voir quelles solutions ces paysagistes qui viennent du monde entier, on avait des gens qui venaient de Finlande, d'Inde, des États-Unis, de Chine même, pour voir quelles réponses ils peuvent donner à cette préoccupation qu'on peut avoir. Alors évidemment, dans l'univers qui est le nôtre, qui est celui du paysage et des jardins. Et donc c'est pour ça que si vous les avez vus ou si vous allez les voir, il y a des jardins kintsugi, il y a des jardins, je le disais hier en introduction, qui parlent de la problématique de l'eau, qui parlent de l'ombre, qui les voûtes vertes qui rafraîchissent la température. Ça a été évoqué par notre ami Eric tout à l'heure. Je pense que la pluralité des réponses et le caractère très simple à la fois et très complexe du jardin, parce qu'on est à l'intérieur d'une œuvre d'art, elle explique les choses, mais en même temps on ressent, on a la couleur, etc. Je pense que ça peut toucher des enfants, des adolescents, toutes les générations, et j'essaie de traiter ces problématiques écologiques avec le langage qui est le nôtre, qui est celui du jardin. Donc, on a des réponses assez intéressantes dans ce festival. Alors, il y a aussi ceux qui ont été invités. Je parle trop, il faut m'arrêter. Il y a eu le jardin de Basse-Metz, pardon ? Oui, c'était nous la question. C'est pourquoi nous avoir choisi. Après. D'abord, oui, mais pourquoi ce thème ? Non, mais et pourquoi ensuite, le thème, il est très d'abord impatient, Patrick. Moi, voilà, j'ai deux questions, je vais y répondre. Il y a... par exemple, quand Basse-Metz plante les 27 espèces susceptibles de résister au réchauffement climatique, on traite de la résilience. Quand on a ce jardin sec qui a été fait par James Besson, sur une provocation de ma part, enfin une demande de ma part, on a aussi une réponse à ces questions. Donc, on joue sur notre côté laboratoire et sur le caractère pédagogique que représente cet événement qui touche 500 000 personnes. Bon, voilà. Alors, pourquoi avoir choisi ces amis ? D'abord, peut-être juste un mot pour dire pourquoi les conversations. Parce qu'après tout, Chaumont pourrait se suffire avec ce que nous faisons dans le domaine de l'art lié à la nature, des jardins et du patrimoine. Mais tout ce qui était fait ici était sous-tendu ou soutenu par une vision du monde qui est liée à l'amour du beau, j'ose à peine le dire, parce que c'est parfois dans le domaine de l'art un mot un peu tabou, du merveilleux. Et donc, il nous semblait qu'il manquait cette dimension de la rencontre. Mais je rappelle que nous sommes un centre culturel de rencontre, comme Royaumont, la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, et que faire se rencontrer des artistes, des grands botanistes, des grands pépiniéristes écologistes, il est trop en iste, on l'a dit hier, le fondateur de l'agroécologie, comme on l'a fait la dernière fois avec Jean-Pierre Changeux, avec le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, avec une artiste, Carole Benzaken, et avec Jean Mus. Ce sont des personnalités très différentes, qui ont des langages différents, et en général, j'espère que c'est le cas cette fois-ci, ils sont heureux d'être ensemble. Et ce que je voulais faire aussi, j'ai dit en général, parce qu'on a beaucoup j'ai quand même deux, heureusement je les connaissais bien, mais j'ai massé entre guillemets, les élèves un peu impertinents. J'ai été prof au départ, donc les mauvais élèves, je connais, qui sont absolument géniaux, par ailleurs, parce que c'est grâce à leur... à cet esprit-là, grâce à leur humour, il se passe des choses entre vous et nous. Et ce que je vous laisse, c'est casser la distance
entre les sachants et le public. Et en fait, toutes les conversations qu'on a eues, et c'est pour ça que ça dure 2 jours, ont montré que ce public est largement aussi intelligent et intéressant que ceux qui sont là. Alors qu'en général, il y a les gens qui sont là sur l'estrade, puis qui s'en vont. C'est pour ça que on vous invite à cette croisière verte. Et je dois dire, pour ma part, qu'à chaque fois, je trouve que ces échanges sont tout à fait passionnants et qu'ensemble, on peut peut-être, de façon un peu utopique, inventer dans le calme, dans la verdure, une autre vision de cette société qui est quand même assez très dure et très angoissante. Et je pense que ces hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes, heureusement qu'on est là toutes les deux, et ces femmes de bonne volonté peuvent nous aider justement à aller vers une vraie résilience. Voilà, j'ai répondu un peu longuement, mais je crois beaucoup dans ces conversations dont je pense qu'elles doivent être amenées à se développer parce que cette convivialité-là, elle est assez rare, je trouve, dans l'échange intellectuel. Et d'ailleurs, bien sûr, il y aura... Ni le public, ni nous, ce sont les plantes qui sont intelligentes. N'oublions quand même pas ce... Mais l'un n'empêche pas l'autre, mais ça n'était pas la question qui m'était posée. Moi, je trouve que les arbres, les animaux sont largement, et peut-être même supérieurement, plus intelligents. Mais tu as raison. Voilà. J'ai trop merci parlé. Chantal. Mais d'ailleurs, vous tous et toutes qui êtes là, vous aurez évidemment la parole après qu'on les a entendus encore sur cette synthèse, bien sûr, pour échanger, poser des questions, réagir, avoir vos propres commentaires et votre propre synthèse. La question suivante concerne vous 4, puisque Boris Cyrulnik n'est pas là. Qu'est-ce que vous saviez de ce mot résilience par rapport, en général d'ailleurs, par rapport à la nature en particulier, avant de préparer votre intervention, sachant qu'aujourd'hui c'est un terme un peu fourre-tout, que c'est un terme assez galvaudé et qu'on applique à tout. Donc autrement dit, comment vous vous êtes approprié avec chacun ce que vous êtes, ce terme-là, et comment avez-vous pris ce que chacun en a fait ? Patrick, je sens que vous avez très envie de répondre. Ça fait seulement 40 ans que je travaille sur ces aspects de résilience en montrant ce que les plantes inventent face aux problèmes, sans avoir jamais écrit une seule fois le mot résilience. Donc, pour moi, il n'y a pas de découverte. Et c'est vrai que ce que j'entends plutôt actuellement par rapport à résilience m'agace plutôt un petit peu dans la mesure où c'est toujours lié à nous, à ce que va faire notre espèce face à tous les problèmes qui arrivent de fluctuations climatiques, blablabla, enfin tous les trucs qu'on entend absolument par cœur, en sachant que ça va coûter cher, parce que pourquoi est-ce que tout le monde est intéressé par la résilience avant tout ? Parce qu'on sait que ça va coûter très cher pour déplacer toutes les populations quand le niveau des eaux va monter, donc non seulement les petites îles, les Kiribati, etc., les Maldives, tout ça, mais on sait que les gens adorent habiter au bord de la mer, parce qu'on veut toujours le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire on habite au bord de la mer pour pouvoir pêcher, pour avoir les échanges commerciaux et d'une façon générale faciles, être assez protégé des prédateurs, parce que les prédateurs de la mer ne sont pas forcément très, très nombreux, et évidemment on n'est pas content de voir l'eau monter, alors qu'on sait très bien qu'à chaque fluctuation, lors des fluctuations quaternaires, on sait très bien que l'eau passe son temps à descendre et à monter sur à peu près 200 mètres, à le niveau du plateau continental, ou en tout cas au moins 100 mètres. Il suffit de voir quelles sont les représentations, par exemple, des Keys au sud de la Floride ou des Everglades. Combien de fois ça a été entièrement sous l'eau ? En ce moment, elles ne sont pas sous l'eau, puisqu'il y a des ponts qui permettent d'y aller. Mais en tout cas, quand elles sont sous l'eau, ça sera loin d'être la première fois qu'elles sont sous l'eau. Donc, pourquoi cette histoire de résilience intéresse tout le monde ? C'est simplement par rapport à ce que ça va nous coûter. Avant tout, c'est quand même ça qui intéresse le plus les gens. Alors que moi, c'est pas... moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment les plantes se débrouillent, comme je vous l'ai dit hier. Voilà. Bon. Non, Philippe. Juste 2 mots. Chateaubriand disait « Toutes les civilisations, aussi prestigieuses soient-elles, qui nous ont précédés, ont disparu. » Il n'y a absolument aucune raison pour que nous fassions défaut à
à la règle. Hein, voilà. Maintenant, il est certain que l'agriculture, qui n'existe plus pratiquement, tout au moins dans les formes où elle devrait, où elle devrait rassembler tout le monde pour à la fois soigner l'environnement, préserver la santé, avoir aussi une certaine autonomie, sécurité alimentaire. Quel type d'agriculture ? Eh bien, surtout pas une agriculture sans paysans, ce qui est notre cas à l'heure actuelle. Parce que sinon, c'est tous les artifices que nous utilisons ou qu'utilise cette société pour compenser cette carence des hommes et des femmes dans la production de leurs besoins essentiels alimentaires et quotidiens. Donc, on est obligé d'imaginer qu'on ne peut se sortir de là. Et comme le disent la plupart des scientifiques aujourd'hui, ce n'est pas une solution technologique qui va nous sauver de là. Bien au contraire, ça va même peut-être l'aggraver parce qu'on voit très bien où ça nous a mené. Et plus la science, plus le progrès devient pointu, plus notre milieu de vie disparaît. Donc c'est certain que si on continue dans le même sens, et c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être aller jusqu'au bout pour qu'on ait un peu faim, 3 jours pour Paris, 7 jours pour Bordeaux, à un moment donné, une grande peur comme ça va rassembler les énergies et faire en sorte qu'on change d'attitude vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de la planète. Voilà, je lance... Oui, mais Philippe, ça veut dire, je vais passer le micro tout de suite à Eric, ça veut dire que vous considérez que le but, c'est quand même qu'on se sauve. Ce qui n'est pas forcément l'idée de Patrick. Non, mais il reconnaît qu'il y a, comme toutes les autres civilisations... Non, mais alors, oui, mais est-ce qu'on l'accepte ? Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on fait en sorte de ne pas donner raison à moi, je Chateaubriand ? crois que ce serait terrible d'être éternel, comme je ne sais plus qui. Oui. Ça, c'est sûr. Il est là-bas, celui qui... Il est là-bas, ouais. Ça, alors là, donc il faut vraiment qu'on... Eric. Merci. J'ai envie de citer des proches sur l'éternité. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc on a aucun intérêt, aucune espèce n'est faite pour perdurer, aucune civilisation n'est faite pour perdurer. Oui, les Clarentès, si tu veux. Mais en fait, on a d'avenir que dans le renouvellement. La civilisation a malheureusement besoin de s'effondrer d'une certaine manière pour pouvoir renaître différemment. On a très 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 peu d'exemples de civilisations qui ont évolué en douceur dans les passés récents. On a tellement artificialisé nos modes de vie, on a tellement individualisé tout, en fait, entre l'arrivée de la propriété, l'incapacité à produire ensemble des solutions, et en ne cherchant que des solutions technologiques qui vont résoudre que des problèmes au coup par coup, au point par point, pour un tel et pas pour un tel. L'aspect collectif, en fait, a un peu disparu dans les réflexions. Et donc, bloqué par ce système qui est un mode de pensée à part entière et qui est un piège en lui-même parce qu'on est complètement piégé, on est piégé par l'argent, on est piégé par notre dépendance à la communication telle qu'on l'a fait aujourd'hui, à l'argent. Ça pourra difficilement changer sans une forme d'effondrement. Et ces cataclysmes qui nous arrivent là aujourd'hui sont la meilleure occasion de changer. Enfin, Donc, à mon avis. Donc changer le système pour sauver les non-humains. Vous êtes tous les trois d'accord pour ça ? C'est pas ce que j'ai dit forcément. Hein. Lui déjà, même les humains, Moi, on ce peut que les je intégrer. comprends de ce que vous dites tous les trois, c'est que... civilisation, on parle pas de l'humanité. C'est pas du tout la même chose. On va au fond de la Nouvelle-Guinée, ça va, ils se débrouillent pas mal, les papous, dans leur je les ai vus, ils savent cultiver de façon merveilleuse les patates douces, etc., dans des variétés adaptées à chaque situation, etc. Enfin, il y a quand même des systèmes de civilisation qui perdurent depuis quand même pas mal de temps. Ce sont toutes les grandes civilisations qui sont vouées à disparaître. Mais c'est heureusement qu'il y a quand même des façons de vivre qui ne passent pas par ces grandes civilisations. Et il y a un détail assez intéressant, c'est qu'il y a des recherches récentes qui démontrent que les civilisations qui ont perduré le plus longtemps étaient les plus égalitaires. Socialement les plus égalitaires. Mais c'est donc sauver l'humain, au final. Ah mais aussi, personne n'est contre sauver l'humain. Dans le système global. Non, encore une fois, comme je disais tout à l'heure en plaisantant, en montrant les mômes, est-ce qu'on conserve les mômes ou pas ? On est sur le même état d'esprit. Comment vont vivre ces mômes ? S'ils se comportent comme des néolibéralistes absolus qui vont vouloir vivre dans la société de consommation... Oui, toi tu les choisis, tu es dans l'eugénisme déjà, on a bien compris. Oui, c'est totalement mon genre. De toute façon, on va faire de la sélection, puis après on va les... On va choisir les gènes. Non, mais techniquement, il y a tout un aspect culturel qui est assez monumental. Et on ne parvient pas à changer tant qu'on a un niveau de confort suffisant.
tant que nous, on ne souffre pas, la civilisation qui nous concerne n'est pas suffisamment en souffrance encore pour avoir le déclic absolu. D'où l'utilité de commencer à préparer le terrain, comme l'a fait Philippe il y a 40 ans avec la bio, en commençant à mettre des choses en place qui nous profitent. 50, excuse-moi. Non, mais excuse-moi, c'est à cause de la banane, j'ai pensé que tu étais plus jeune. C'est ça. Et même, enfin, toutes ces choses-là où on pose des jalons, on prépare le sol, on est en train de préparer un terreau fertile pour la suite. On n'est pas sûr de nous de pouvoir en faire partie, une première chose. Et c'est pas grave. Chantal voulait intervenir, puis Bob. Moi, je suis très sensible au discours de Morisot. Baptiste Morisot, qui parle de l'effondrement en disant qu'il n'aime pas ce concept d'effondrement. Ce concept d'effondrement, il est très angoissant pour les jeunes générations. Il faut que nous fassions attention parce que, bon, malgré tout, je pense que vous êtes pour sauver l'humain. Moi, je suis comme Morisot pour un humanisme qui reviendrait sur le devant de la scène et qui nous permettrait de trouver des solutions. En tout cas, faisons très attention à ce que les jeunes entendent quand on parle de l'effondrement. Vous êtes tous les quatre, des porteurs d'espoir. C'est pour ça qu'on vous invite. Et si on vous rassemble, c'est peut-être pour que les belles solutions que vous avez mises en valeur soient plus connues et que justement on aille au-delà des 3 jours de réserve pour Paris. En fait, si on fait des vergers, vous êtes dans un verger ici, hein, on a un verger expérimental. Si on fait des vergers partout, si on apprend aux gens à refaire des potagers, etc. Enfin, ça paraît un peu un lieu commun, mais quand même, il y a 80% des gens vivent en ville et 80% des gens ont perdu les gestes. Donc, moi, je voudrais qu'on soit un petit peu plus du côté de l'espoir. Il y a d'ailleurs un jardin qui s'appelle le Jardin de l'Espoir dans le festival. Eric, puis Bob. Oui, Bob, tu voulais dire un truc ? Alors Bob. Bon, là, moi, je n'ai pas tellement de choses à dire, si ce n'est que je pense que ce qu'il faut inculquer à tout le monde, c'est de prendre soin des autres. Ça, c'est le principal. Prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de soi-même. C'est-à-dire que quand on fait la gueule aux autres, qu'est-ce qu'on reçoit en retour ? Rien de très très intéressant de toute façon. Et donc la seule solution, c'est la bienveillance. Voilà ce que je dirais. Merci. Moi, je voudrais faire un discours de Miss France aussi. En disant que tout est merveilleux, que j'aime tout le monde, ce qui n'est pas le cas, mais ni l'un ni l'autre d'ailleurs au passage, mais quand même, enfin, quand je dis que l'effondrement a lieu et peut-être nécessaire, je ne vois pas ça comme quelque chose d'infiniment négatif. Ouais, on parle des 3 jours de réserve alimentaire de Paris, pourquoi ? Parce que le confinement a mis ça vraiment en lumière. Sans le traumatisme du confinement, de la pandémie, etc., il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Les projets alimentaires territoriaux se sont accélérés partout parce qu'il y a eu ce stress énorme et qu'on sait que d'autres pandémies ont de très fortes chances de réapparaître, notamment du fait de l'érosion de la biodiversité, qui est la cause principale. Après tout, hein, enfin, pour moi, c'est très porteur d'espoir quand je dis ça. C'est comme le principe d'Apocalypse dans la Bible. Enfin, c'est un grand cataclysme pour un renouveau. Et dans la nature, c'est ça. Un arbre qui tombe, c'est une catastrophe pour l'arbre. Ça n'empêche pas la vie de réapparaître. C'est le fameux mal pour un bien. Oui, mais moi je poursuivrais presque ce que dit Loïc, et c'est là-dedans que je voulais vous emmener pour pousser un peu, pour provoquer. Hein. Moi j'ai l'impression de voir une petite divergence, disons, entre, je mets un peu Chantal à part, mais entre Philippe, je ne n'oserais pas, entre Philippe et Bob d'un côté, et vous deux de l'autre. Au sens où, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord du tout avec ce que je dis, mais je vous dis, je vous pousse un peu. Parce qu'il me semble que la question que j'ai envie de vous poser, c'est la résilience pour qui, pourquoi ? Moi, il me semble que dans ce que vous dites tous les deux, si je vous pousse un peu, c'est, bon, bah voilà, si on s'effondre, c'est pas très grave parce que la Terre nous survivra, et ce qui est important, c'est que les non-humains nous survivront. Est-ce que c'est complètement faux ? Est-ce que c'est ça ? Et que vous deux, vous ne dites pas ça, vous deux, vous dites cohabitons, coopérons et faisons en sorte que l'humain qu'on aime l'humain grandisse et soit différent. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu ça qui se joue
Mais je vous pousse encore une fois. Mais arrêtez de parler entre vous, sinon... Mais enfin, ça se fait pas, les deux élèves impertinents. C'est le combat de sa vie, lui. Alors, Pour que ça se fasse en bonne intelligence entre les humains et le reste du vivant, qu'on arrête de dégrader tous les milieux pour pouvoir nous vivre plus confortablement. Enfin, c'est une question de. Enfin, l'objectif est une forme de réconciliation. Et en fait, la réconciliation n'a pas lieu sans traumatisme. Enfin, alors ce que disait Cyrulnik après le traumatisme de la guerre, des gens qui se remettent, etc. Enfin, la guerre est atroce. Enfin, ça n'empêche pas. On arrive à survivre derrière, malgré tout. La résilience n'est pas une bonne nouvelle, dans le sens où elle est obligatoire. C'est ça. Il faut arrêter de penser que la résilience c'est un état de fait. On est en résilience. Ceux qui sont résilients sont ceux qui vont s'en sortir. Grosso modo, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une histoire cool. Ça veut dire qu'ils vont probablement en baver. Peut-être que certains y trouveront exactement ce qu'il leur faut dans la vie. Je leur souhaite. Et d'autres, absolument pas. Oui, simplement, quelque chose que je trouve assez monstrueux, c'est d'entendre parler dans le monde vivant de humain et non humain. Mais c'est hallucinant d'oser employer des choses pareilles. Notre espèce est une espèce sur, les nombres, on ne sait pas exactement, mais entre 1,5 million et 2,5 millions ou plus d'espèces vivantes, végétales et animales confondues. Donc comment on peut se permettre de dire l'homme et le reste de la nature? Mais là, à partir de là, toute discussion, tout est foutu, quoi. C'est marrant que... On n'est qu'un machin parmi 1,5 million d'autres machins vivants. D'autres machins. Alors moi, je disais les choses tout à l'heure en nous incluant dedans. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que justement, on a un peu évolué de ce point de vue-là. Évolué pas en progrès, en changé. C'est-à-dire que ce terme de humain, non humain est un terme nouveau qu'emploie Baptiste Morisot derrière Philippe Descola, par exemple, qui est le maître de tous ces jeunes anthropologues et chercheurs du vivant, pour dire, on a longtemps dit humain, animal, végétal, justement parce qu'on considérait que la nature était en dehors de nous. Et moi, j'ai aussi entendu dans vos interventions que la nature, alors peut-être un peu plus, Eric, que la nature était la nature, il y avait les humains, et tu le fais tout le temps, Patrick, parce que tu dis, il y a les plantes, et puis il y a l'humain, et, voilà, et que donc la nature est extérieure à nous. Oui, à part. Mais donc, la nature est loin de nous. Ce que dit Philippe Descola, c'est que nature et culture ne s'opposent pas, que la nature n'existe pas parce que l'homme naturaliste depuis le XVIIIe siècle a considéré que l'homme était en dehors, au-dessus de la nature. Et que tout le travail, qu'on appelle résilience ou je ne sais quoi, mais que tout le travail aujourd'hui consiste à remettre l'homme au milieu de ce vivant. Et de ce point de vue-là, humain, non humain est un changement. Parce qu'on peut considérer que non humain, ça veut dire négatif, mais non. Humain, non humain, c'est tout sur le même plan. Sauf qu'il y a quand même une espèce humaine et une espèce qui n'est pas humaine, mais on ne dit pas animal, parce que nous sommes des animaux. Donc tu vois, ta réaction est étonnante parce qu'elle est considérée par beaucoup d'écologistes et beaucoup de gens d'aujourd'hui comme quelque chose de mieux de le dire comme ça. Voilà, parenthèse fermée. Oui, mais je suis désolé parce que là on arrive à nouveau sur le fait, par exemple, qui est absolument monstrueusement scandaleux, c'est que des gens qui habitent un pays donné sont censés avoir plein pouvoir sur toute la biodiversité qu'il y a sur leur territoire. Il suffit de voir ensuite les accords de Nagoya et compagnie qui vont totalement dans ce sens-là. Comment des gens qui... qu'est-ce que c'est qu'une nation d'un pays? C'est des gens qui sont là depuis entre 2 siècles et 2 millénaires, généralement. Pas plus que ça. Hein. Quelques pays que ce soit dans le monde, les gens qui sont actuellement sur place sont là depuis très peu de temps. Ils ont éliminé tout ce qu'il y avait avant. Enfin, typique de notre espèce, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, on se débrouille très bien pour ça. Donc, comment est-il possible que tout un monde vivant qui a évolué pendant des dizaines, des centaines de millions d'années puisse être géré par des gens qui ont envahi une zone depuis quelques siècles ou quelques petits millénaires. Donc, ce problème de humain, non humain, je veux dire, c'est quand même des choses qui vont très loin parce qu'actuellement, ça n'est pas du tout bien pensant de dire ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, le monde vivant devrait être un patrimoine, non pas de l'humanité, bien évidemment, mais de la Terre, et que des décisions de destruction de certaines zones ne soient absolument pas
simplement sous, sous la responsabilité des pays. Il suffit de voir ce qui va se passer en Afrique, dans le bassin du Congo, qui reste une des grandes réserves de forêt. Bon, bien évidemment, les Chinois arrosent déjà, ils payent toutes les routes, tous les ports, tous les aéroports et tout ça pour pouvoir tout écouler après, et surtout faire des dettes à ces pays-là, pour pouvoir, comme ils sont endettés, récupérer au moindre prix, que ce soit les parcelles forestières exploitées ou toutes les mines de tout ce qu'il y a de précieux à récupérer. Et donc, voilà. Donc là, on est quand même sur des choses qui vont par rapport à la gouvernance globale du monde, dont on est quand même responsable. Voilà. Donc, humain, non humain, etc. C'est à nouveau, quand on voit ces choses-là, on voit que l'humain est quand même très très dissocié de tout le devenir potentiel et très très mal barré. Là, je pense que c'est pas être pessimiste que de dire que les choses sont très mal barrées, surtout que on est bien d'accord que d'un point de vue sémantique, c'est bien de peut-être, mais je suis pas du tout convaincu, de poser humain et non humain. Mais à côté de ça, quand on voit tous les accords sur la biodiversité style Nagoya, on va dans le sens mais complètement inverse et très très choquant. Mais ça, c'est des choses qui sont pas forcément de bon ton de dire. Philippe et puis Eric. Non, j'ai pas demandé la parole. Je méditais. On aurait dit, ils ont tout dit de bien. Mal barré aussi. À mal barré, nous sommes dans une mosaïque d'effondrement, pas simplement d'un effondrement. Pardon, on espère sortir avec de l'espoir. D'une mosaïque d'effondrement, mais qui peut-être est salutaire, qui est certainement salutaire. Parce que si on continue dans ce sens-là, on a vraiment intérêt à ce que l'effondrement se produise le plus vite possible. Ça ne veut pas dire la disparition d'une partie de l'humanité et d'une partie de la nature vivante, de vivant sur la Terre. C'est pas ça, c'est un système qui disparaît. C'est un système qui s'effondre. C'est pas les êtres vivants, c'est pas la vie. L'effondrement de cette civilisation-là, avec ce système-là destructeur, est presque souhaitable pour que renaisse autre chose. Urgent. Eric parle de civilisations qui ont perduré avec des civilisations qui sont liées à l'égalité. On se pose des questions là sur qu'est-ce qui s'effondre, qu'est-ce qui s'effondre pas. On parle de la question de la résilience, qui est en fait quelque part la question de la compréhension de la souffrance et de la manière de rebondir. Alors rebondir par l'effondrement ou rebondir par la mise en œuvre de quelque chose de nouveau. Moi, dans ces 2 jours-là, la question qui m'est apparue derrière, c'est dans la résilience. C'est la résilience après une cassure de l'être vivant. On a eu l'explication. Ou alors, est-ce que c'est après la mort? On parlait de la mort de la colline du Cap-Sicier avec Boris Cyrulnik. Et en fait, à un moment donné, moi, la question que je me pose, et on a beaucoup de discussions avec Nathalie là-dessus, c'est qu'est-ce qui finalement, quand on parle d'humain ou de non-humain, c'est quoi la différence que l'on a? Parce qu'en fait, on est en train de parler d'une différence que l'on se donne depuis 500 ans, 1000 ans, qui fait que non, je n'accepte pas l'égalité, oui, j'invente la propriété. Et alors personnellement, et là je lève au ciel, c'est comment est-ce qu'on aborde cette notion qui me semble être une particularité de l'être humain, qui est l'ego. L'ego. Alors je n'ai aucune connaissance là-dessus, mais on peut lire des choses sur les chats, on peut lire des choses sur les plantes. L'ego existe-t-il chez d'autres espèces que l'espèce humaine? Mais en tout cas, on a l'impression que cet ego-là, finalement, c'est une arme fabuleuse pour refuser la souffrance. C'est une arme fabuleuse qui a permis effectivement de mettre en œuvre des dictates, soit par l'humain, soit par la propriété, soit par des territoires, soit par des systèmes politiques, qui amènent ensuite l'argent, la comparaison, la différence. C'est extraordinaire parce que même celui qui possède un yacht de plusieurs dizaines de millions d'euros, il a quand même toujours de l'ego en regardant le yacht qui est un peu plus à côté. C'est sans fin. Alors tout ça pour rebondir en se disant où va l'être humain et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver une solution, et est-ce que finalement on est doté de quelque chose qui s'appelle l'ego, que n'ont pas toutes les autres espèces, et qui finalement est quelque chose qui nous manquerait dans notre patrimoine intérieur, ou qui est en trop,
et qui finalement nous empêche de concevoir l'égalité, l'osmose globale, le partage, la bienveillance de l'autre et compagnie. Voilà. Donc, Philippe? point d'interrogation. Non, Philippe acquiesce, il ne veut pas parler. Eric, Bob. Bob. Je ferai une petite référence en toute modestie, parce que je ne suis pas philosophe, mais Nietzsche parlait de humain, trop humain, et moi j'ajouterais peut-être sérieux, trop sérieux. Donc il faut se méfier beaucoup des gens qui se prennent au sérieux. Tu parles de l'ego, là? Le Lego. Non, voilà, il y a ce problème énorme donc, de gens qui pensent avoir la grande vérité, la solution, surtout les technocrates. J'ai l'impression que Patrick veut parler, oui. Avec le micro. L'ego, voilà, l'ego chez les plantes, bon, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'il y a des tas d'arbres qui t'émettent des tas de substances qui vont tuer, des substances racinaires qui vont tuer tous ceux qui veulent s'installer à côté. Bon, est-ce que c'est l'ego? Ça veut dire tuer le voisin? Est-ce que ça veut dire le dominer? Bon, chez les animaux, ce qui est sûr, c'est que chez nous, apparemment, l'ego que l'on a tous est quelque chose qui perdure dans le temps en tant qu'individu. Chez les animaux, par exemple, c'est plus lié à des problèmes de dominance par rapport à l'instant de la reproduction, à des territoires, reproduction. On est plus sur des événements qui ne durent pas forcément toute la vie de la bestiole. Bon, certaines bestioles, ça peut durer. On voit ce que c'est que les clans, que ce soit des grands singes, des lions, des machins. Mais c'est toujours chez des grosses bestioles, comme par hasard, qu'on a ces exemples Mais en tout cas, l'ego au sens classique, d'une part, d'autosatisfaction et de vouloir dominer avec l'autosatisfaction, c'est quelque chose qui semble quand même plus lié à notre espèce, je pense, qu'à d'autres espèces, même s'il y a des exemples de domination, etc. Mais l'ego, c'est encore un petit peu une autre histoire. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est, semble-t-il, le meilleur. Semble-t-il. Alors, il y avait quand même cette question de... Oui, Eric. Non, alors, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne pense pas que ce soit fondamental dans l'espèce, mais que alors, il y a la conscience de soi, et qu'on peut aussi mettre dans l'ego. Et exactement comme on peut difficilement parler d'anthropocène aujourd'hui en mettant toute l'espèce responsable de ce qui nous arrive en termes d'impact écologique et de ses inscriptions dans les couches géologiques, l'espèce n'a pas toujours été aussi nuisible que nous le sommes, et est capable de vivre même de façon contemporaine. Donc, voilà, toi qui connais les forêts, les forêts tropicales ou autres, on trouve des peuples qui parviennent à vivre en osmose ou en lien beaucoup plus respectueux avec la nature, quelque part qui ont oublié leur ego vis-à-vis de la nature. Chez Givaro, donc là on parle d'Escola, on va parler de Pignocchi aussi, Alessandro Pignocchi qui a écrit avec lui. L'ego se dissout dans la conception animiste. L'ego humain se perd dans le reste du vivant. C'est amusant cette notion d'ailleurs de se dire on va pas tuer un animal n'importe comment parce que ça peut être ma grand-mère, ou on va pas marcher sur cette plante en ne la respectant pas parce que c'est peut-être mon oncle. Et l'ego est capable de se perdre chez l'humain. Je pense pas que ce soit fondamental dans l'espèce sous la forme que nous on conçoit. C'est extrêmement culturel à mon avis. Donc c'est l'idée qu'un meilleur humain est possible. Comme on disait, un autre monde est possible. Un meilleur humain est possible, parce qu'on les connaît. Un petit mot très court, juste on parle d'ego, mais le problème de la conscience de l'autre et de ce qu'attend l'autre peut se retrouver. Mais moi, je me souviens toujours quand j'étais justement, on parlait des papous, là, quand j'étais à un tournage en 2000, c'était assez extraordinaire. Moi, donc, comme vous le savez, je m'intéresse aux petites plantes de sous-bois. Eh bien, un des garçons parce que c'était un milieu extrêmement difficile, très pentu, enfin bref, qui portait mon sac et tout ça, qui me voyait prendre des photos. Une fois qu'il m'a vu, sans parler un mot, prendre les photos de 3 ou 4 espèces différentes. Après, il m'emmenait, il avait compris quel était le type d'espèce qui m'intéressait. Donc, ce garçon, qui était un jeune garçon de, je sais pas, 15-18 ans, j'en sais rien, avait compris, il avait vu en moi qu'en quelques minutes,
quelles étaient les choses qui pouvaient m'intéresser dans la forêt. Donc il y a quand même cette perception de l'autre que nous, on a peut-être tendance un petit peu souvent à perdre, de comprendre immédiatement quelle peut être l'envie de l'autre sans intérêt pour soi, quoi, puisque c'est ni sexe ni quoi que ce soit, quoi. C'est juste comprendre l'envie de l'autre par rapport à son attitude face à un milieu. Donc c'est vrai que ça, c'est peut-être des choses qu'on perd un petit peu de... Le respect, l'empathie, un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui est un peu la suite de ce que disait Bob, hein, sur la bienveillance. Donc le respect, l'empathie, le soin. Et Julie. Et Julie. Et moi, justement, ça me fait penser à ce que vous disiez aussi à la fin de votre intervention, Eric, sur la capacité d'émerveillement. Et au-delà de la capacité d'émerveillement, qui est le côté merveilleux, etc., là, on parle de l'altérité aussi. L'autre, il est tout autre. Donc, la nature, elle peut être, comme on le perçoit, soit sujet, soit objet, soit sacré. Et moi, en fait, j'aime bien travailler dans un rapport sujet avec la nature, qui fait que, finalement, quand on s'approche d'une plante, c'est un sujet à part entière. Ça peut être un élément d'un sujet, un individu, mais aussi par l'observation, par le ressenti, par l'éveil des sens que l'on peut contracter avec ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il peut advenir d'une forme de nouvelle compréhension symbolique, on va dire dans l'imaginaire, dans le réel, dans qu'est-ce qu'on va en faire nous après, dans le soin qu'on peut lui apporter là tout de suite, le besoin d'eau. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances pour, à un moment donné, percevoir ou ressentir le besoin d'eau d'une plante. Et moi, ça me fait aussi penser à un concept, vous parliez d'anthropocène. Il y a un concept aujourd'hui qui est l'holobionte, qui est considéré que nous sommes un écosystème et qu'on est habité par de multiples autres organismes vivants, au même titre qu'un autre écosystème. Du coup, je me disais, mais on parle d'anthropocène, mais à quand l'holobiocène, quelque part, pour sortir de cette visée-là, qui est encore une fois duel entre nous, les autres vivants, etc. Et je pense que pour moi, il y a le côté sacré qui est aussi une forme de pardon, je ne peux pas le dire, vous comprenez bien, des autres êtres vivants, parce qu'on peut parler de l'esprit de l'aigle, etc. Donc là, on est dans une forme on homogénéise qu'est-ce qu'un esprit de l'aigle dans les peuples animistes. Mais finalement, à l'instant T, là, le faucon qui passe là, qu'est-ce qui me procure à moi à l'instant T? Et c'est moi qui ai juste le pouvoir d'imaginer ce que ça dit là, à ce moment-là. Et ça peut être une observation naturaliste, ça peut être une compréhension technique sur, ben tiens, j'ai installé telle plante, tiens, là, il y a le mulot qui est passé, j'ai vu, tiens, donc ça peut être plein de formes de compréhension différentes selon notre sensibilité, mais ça peut aussi, si on est un peu dans l'imaginaire, le symbolique ou dans la psychologie, dire, bah tiens, là, ce faucon-là, je sais que c'est un animal le plus rapide au monde. Tiens, oui, en ce moment, je suis très rapide dans mon quotidien, dans mon mode de vie. Bah, qu'est-ce que ça dit? Et finalement, moi, c'est ça que je défends beaucoup dans les accompagnements que je fais. C'est se dire, bah, sur le sujet, l'instant, la rencontre là, que ça soit en affût, que ça soit en pleine nature, que ça soit dans un jardin, que ça soit au travers d'une fenêtre dans un hôpital, mais qu'est-ce que ça dit de ce qu'on connaît, de ce qu'on a envie de savoir, de ce que ça dit de nous. Et finalement, c'est le partage avec l'autre qui crée l'instant aussi. Je reviens juste sur le début de l'intervention parce qu'elle est très importante à souligner. Le fait que tu viens de dire, en fait, que nous vivons grâce à tous les auxiliaires qui sont en nous et autour de nous. Et qu'on a oublié ces auxiliaires qui ne font pas de bruit, dont le lobionte, le microbiome, le microbiote, qu'on entend plus souvent, que sans tous ces auxiliaires-là, nous n'existons pas. Et on n'a absolument aucune humilité à l'égard de tout ça. Et on se croit les cadors, alors que on peut très bien disparaître très vite si on oublie d'entretenir ce microcosme en nous. Alors pour l'holobionte, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de saisir le concept, c'est en fait intégrer un être vivant plus tout ce qu'il comporte. À la base, c'est né de l'observation des coraux, où on a considéré le corail comme une entité à part entière, alors que ce sont une multitude de polypes qui vivent au même endroit d'une certaine manière. Et nous, c'est nous plus notre microbiote, par exemple. Toute la flore intestinale, y compris les acariens qu'on peut avoir sur la peau, nous sommes un holobionte à cette échelle-là. Et on peut élargir le concept de mille et une manières.
Mince, je voulais dire autre chose qui était beaucoup plus intelligent, mais j'ai oublié. Vous devrez vous contenter de ça. Ça va pas même un peu plus loin avec le concept de Gaïa, où toute la Terre est considérée comme un seul organisme. Ça, c'est Gaïa. Oui, mais c'est l'option poussée à son extrême. Oui, c'est ça, tout à fait. L'hypothèse Gaïa. Alors la dernière question qu'on peut envisager, c'est la question de l'agir, c'est-à-dire la question politique, individuelle ou politique. Si on considère plutôt comme je le fais, comme Chantal le fait, comme certains dans la salle le font, que c'est mieux quand même d'éviter l'effondrement. Et donc de nous changer, ou de changer de civilisation, ou de nous améliorer nous-mêmes avant. D'accord ? Oui, bon, voilà. Il y en a qui ont espoir qu'on peut encore y arriver. Peut-être qu'ils sont complètement naïfs ou idéalistes, mais bon. À quelle échelle devons-nous agir ? Est-ce que c'est une échelle individuelle ? Est-ce que c'est en s'inspirant de ces dames-là que je vois, puisqu'on en a beaucoup parlé, de l'intelligence relationnelle qui nous manque ? Est-ce qu'on donne des cours d'intelligence relationnelle à ces chers gouvernants et gouvernantes ? Bon, voilà, vous avez compris la question. J'ai envie de donner la parole à Eric. Alors, tout de suite, tu intègres l'espoir qu'il ne va pas y avoir d'effondrement. Pardon. Tu intègres l'espoir qu'il ne va pas y avoir d'effondrement. Merci, Bob. J'ai envie de dire tout de suite, arrêtons de rêver. Voilà, ça va être très difficile. On a un gouvernement qui vient de nous demander notre avis sur la façon dont on pourrait s'adapter à un monde à plus 4 degrés. C'est à peu près impensable. C'est tout simplement impensable. Plus 4 degrés, enfin on déménage tous. De toute façon, l'une des pistes, c'est le nomadisme, hein, très clairement, parce qu'on ne sait tellement pas ce qui va arriver. C'est pour ça que même l'agriculture, en fait, pourrait ne même pas être une solution, puisqu'on risque d'être contraint au nomadisme. Les milieux, genre... Ceux qui demandent ça sont morts à ce moment-là. Oui, c'est ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent ou n'ont pas de progéniture. Mais vraiment, faut arrêter de penser qu'on va échapper à quelque chose qui est de l'ordre de l'effondrement. On est en train de le vivre, de mille et une manières. Effondrement des ressources, déplétion des ressources. On a passé plusieurs de ce qu'on appelle les limites planétaires. Quand on prend le rapport Meadows du Club de Rome de 1972 qui théorise l'effondrement, ça fait quand même depuis 1972 qu'il est retesté tous les 5-10 ans et qu'à chaque fois on tombe juste. On peut peut-être envisager qu'il a peut-être raison, ce rapport Meadows, par exemple. Donc non, tout ce qu'on peut faire, il y a une chose, c'est déjà intégrer le fait qu'on ne sait pas. C'est pas quoi ? Les solutions. On connaît des solutions techniques pour résoudre certains des problèmes, mais la solution globale, on ne la sait pas, d'autant plus qu'on ne sait pas à quoi va ressembler notre monde. On a une vague idée. Donc arrêtons de théoriser comme des fous et puis de faire du jus de crâne de tous les côtés en disant maintenant, effectivement, c'est toi qui parlais d'intelligence collective et de capacité à vivre ensemble et créer ensemble. Ça, c'est peut-être l'urgence. Le respect de ce qui vit, le respect de l'humain qui est à côté de soi et voir comment est-ce qu'on arrive à se parler ou pas. Ou pas, parce que le ou pas fait partie des options possibles. Donc voilà, c'était ma réponse. Alors moi, je vais faire le vilain petit canard. Je vais dire, on a les politiciens qu'on mérite. On les a élus et on s'en afflige. C'est toujours assez curieux. Je ne l'ai pas élu, je l'ai subi. Toi, mais les millions d'autres personnes qui ont bien voulu suivre la folie, ils sont là, hélas, mais c'est comme ça. Donc il faut surtout apprendre aux gens à avoir un peu plus de discernement. Ça, c'est absolument très important. Et alors là, moi, ce que j'avais encore envie, en ce qui me concerne, pour conclure, c'est de chanter une petite chanson. Tu nous la chantes ? Oui, une petite chanson de Tu veux de la musique ? Alain Souchon. Ah là là, la fille en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous inflige des désirs qui nous affligent. Enfin, voilà, je n'ai pas continué parce que...
Donc moi, je crois que j'ai la solution. En fait, il faudrait qu'on devienne tous des humains fêlés, comme Bob. Peut-être que le monde s'en porterait mieux. Et plus sérieusement, pour aller quand même du martinet qui disparaît au castor, dont Loïc Mangin, pour la science ici présent, parle. J'ai écrit le castor artiste en résistance, ce qui n'est pas inintéressant. Je crois que je suis encore dans la résistance. Et toi, tu dis artiste en résilience, bien sûr, sachant que il est en résidence ici, je crois, pas mal aussi. Hein. Voilà, donc il faut quand même espérer qu'on puisse aller du martinet qui disparaît au castor, qui trouve plein de solutions, non ? Chantal, le mot de la fin. Qui est un mot d'ouverture nécessairement. Nous, on a des castors à Chaumont, on a un jardin de castors dont parle Loïc, et on a des résidences secondaires pour les martinets, conçues par notre ami Bob. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Moi, j'ai été passionnée par ce qu'on a entendu, par cette vivacité, cette vitalité, cette fougue que vous avez à défendre vos idées. Et c'est ça qu'on cherchait. Parce que, je répète, parce que je ne l'ai pas mis suffisamment en valeur, qu'on a un partenariat avec Pour la Science, avec Philosophie Magazine, et qu'on cherche modestement dans un coin de campagne du Loir-et-Cher. Alain Souchon habite à quelques kilomètres. Hein. Je ne sais pas s'il le savait. Et c'est Michel Delpech aussi, mais il vient acheter ses graines chez nous depuis voilà. Ouais, bon, essayons avec bienveillance de continuer à nous parler, à espérer quand même si quand je parle de l'effondrement, je suis totalement lucide. Hein. Je ne veux pas paraître pour une illuminée, voilà. Mais malgré tout ça, essayons de voir ce qu'on peut faire ensemble et justement parler, s'écouter, rêver. C'est important pour nous et pour les enfants. Chantal, Eric, il veut avoir le mot de la fin. De votre énergie, ça, Chantal, de garder cet espoir et envers contre tout de positiver, même si, mais parce que c'est absolument nécessaire de rester dans l'espérance, sinon on ne fait plus rien. Repassez à Eric, repassez. Je crois juste qu'Hélas s'en sortira. Ça, c'est pas mal. La solution la moins pire, à l'exception de toutes les autres. Non, je vais juste rebondir sur l'idée de la lucidité. Et effectivement, dans la crise qu'on est en train de vivre, la lucidité, c'est mis du côté du pessimisme. Et ce n'est pas un état de fait, enfin, ce n'est pas obligatoire. Nous, la lucidité intègre les faits, mais on n'est pas obligé d'être pessimiste. C'est vachement important. Sinon, on n'a rien pour quoi se battre, en fait. Absolument. Merci à tous les 5.